Amade nyonso osali biso ata okotiza mai ata omati mikolo mpe tokepi efikange na kla ya yo nyonso opakata mbango obanda na nord eti na sud tolingi yo lisusu te. Ici, c'est T-Congo, le Congo de T-travailleurs, T-technocrates, T-tranquillité. Peuple congolais, chers compatriotes dans le combat, après que nous vous avons fait connaître notre pays sur le plan politique, économique et des assassinats, avec les pères de l'indépendance et avec d'autres présidents qui ont eu la responsabilité de gérer notre pays, nous avons fait exprès de ne pas vous parler du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons promis qu'on devrait faire des vidéos spéciales pour lui. Si bien que cette vidéo fait donc partie de celle dont on vous parlera de Sassou sur le plan politique. Alors, pourquoi une synthèse, pourquoi une vidéo spéciale pour M. Sassou? Eh bien, Sassou, c'est l'adversaire de notre combat. Et de ce fait, nous devrons le connaître. Beaucoup sont engagés dans le combat sans connaître l'adversaire. Mais peut-on réellement combattre l'ennemi sans le connaître? C'est une question qui se pose et qui se pose encore aujourd'hui. Mobutu a combattu Lumumba parce qu'il le connaissait bien et il avait réussi de le capturer et le tuer le 17 janvier 1961 à Lubumbashi. Les Américains, ils ont pris tout le temps d'étudier Ben Laden. Ils ont réussi de le localiser et contrôler tous ses mouvements jusqu'au jour du 2 mai 2011 qu'ils ont décidé d'aller le tuer. Ça se passe au Pakistan. Les mêmes Américains, quand ils ont voulu se débarrasser de Savimbi, ils ont pris tout le temps d'étudier. Ils connaissaient les heures où il se reposait. Et finalement, c'est à ces heures-là qu'ils sont allés l'assassiner. Sassou connaissait bien l'agenda de Marien Ngouabi. Il savait que le président devait aller d'abord donner ses cours le matin et l'après-midi, il devait recevoir le groupe de Massamba Deba. Il savait tout ça. Donc, il avait maîtrisé l'ennemi qu'il voulait abattre, donc Marien Ngouabi. Et finalement, il a tué le 18 mars 1977 à 14h30. Bref, nous pouvons citer des centaines et des centaines de cas. Mais ce que nous devons retenir, qu'il faut connaître l'ennemi avant de le combattre. Et Sassou, qui est spécialisé des services de renseignement, connaît ce principe-là très bien. Dans le cas qui nous oppose aujourd'hui avec M. Sassou, on doit se poser la question, est-ce que M. Sassou, lui, il connaît ses adversaires? Autrement dit, est-ce que M. Sassou nous connaît? La réponse est oui. Sauf que M. Sassou ne nous maîtrise pas. Il ne nous maîtrise pas pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on est nombreux. Parce que nous sommes plus déterminés. C'est parce que nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est parce que nous sommes partout dans les quatre coins de la planète. Et c'est parce que nous sommes de tous les horizons. Parce que bon nombre de ceux qui sont dans le combat avec nous ne sont pas aussi des Congolais. Et c'est parce que nous naissons tous les jours. Il y en a plus dans le combat que Sassou en croit. Quand Sassou est allé faire le génocide dans le Poul, il tuait même les petits-enfants parce que il se disait que ces petits-enfants seront les futurs adversaires pour moi. Ça sera des futurs ninjas. Donc, c'est pour cela que Sassou ne nous maîtrise pas.
Pour Sassou, nous sommes des adversaires redoutables. Il nous craint, il nous respecte. La preuve, Sassou débourse des millions pour sa sécurité. Sassou débourse des millions pour avoir des renseignements. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement? Sassou déploie beaucoup d'argent pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce qu'il sait qu'à tout moment, l'adversaire peut l'attaquer. Alors, par contre, nous, est-ce que nous connaissons réellement notre adversaire? Si oui, comment nous y prenons avec lui? Si oui, mais comment peut-on expliquer que d'autres qui sont dans le combat avec nous partent s'amuser dans la cour de M. Sassou? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Sassou vient à Paris, ben les gens courent derrière Sassou. Quand ils vont à Brazzaville, ils sont avec Sassou partout. Mais ils disent qu'ils sont dans le combat avec nous. Donc c'est à toutes ces interrogations qui me permet de vous dire que non. Certainement, bon nombre ne connaissent pas qui est Sassou. D'ailleurs, certains disent que Sassou, c'est un faible, que c'est un idiot, que c'est un amorphe, c'est un lâche, c'est un incapable. C'est un incapable. Bref, ils disent que Sassou est tout, sauf intelligent. Ce qui fait que ils sous-estiment l'adversaire. Chers compatriotes, vous qui êtes dans le combat, vous qui êtes restés dans le combat, nous ne cesserons de vous le dire. Pour combattre l'ennemi, il faut bien le connaître. Surtout ne pas le sous-estimer. C'est plutôt en l'estimant que nous devenons efficaces. Parce que nous aurions pris le temps d'étudier ses forces et ses faiblesses. Alors, beaucoup de Congolais le sous-estiment. Ils sous-estiment Sassou, soit parce qu'ils ne le connaissent pas, ou soit parce qu'ils le connaissent mal, ou soit parce qu'ils se disent que nous, on est en position de force par rapport à lui. Non, ce sont là des graves erreurs. C'est pour cette raison, nous tenons à vous faire connaître qui est Sassou, qui est notre adversaire. Sassou, certains l'appellent l'homme de 5 février, d'autres l'appellent Ochombe, d'autres l'appellent Papa Dengues, l'autre l'appelle comme un de ses fidèles qui chante pour lui, Papa Mobimbaye. Bref, dans tous les cas, notre adversaire, il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Mais qui est-il réellement? C'est donc à cette réponse que nous faisons cette vidéo. Alors, sur le plan familial, Sassou est né le 23 novembre 1943 à Idou. C'est dans la partie nord du pays. Sa mère, c'est Emilienne Mouebara, qui est décédée le 10 mai 1982. Et son père, c'est M. Julien Nguesso. De profession, Sassou est militaire au grade de général des armées. Il est marié à Antoinette Louemba Tchibota. Celle-ci est née le 7 mai 1945 à Brazzaville. Sassou est père de plusieurs enfants, issus de plusieurs femmes. Donc vous comprenez que Sassou, c'est un mari infidèle. En 2012, le nombre d'enfants de Sassou était estimé à 30. D'autres parlent de 80. Enfin bref, dans tous les cas, Sassou est père de plusieurs enfants. Sur le plan scolaire, il a fait ses études primaires et secondaires à Idou, puis à Owando, autrefois appelé Foroussé. Par la suite, il est élève au collège normal de Dolisie de Mbunda pour devenir instituteur. Il suit sa formation à Bouar en Centrafrique avant de continuer à l'école interarmée des officiers de réserve à Cherchell en Algérie. Et puis il continue en France. Nous allons donc examiner la situation politique avec M. Sassou. Mais pendant la période
de M. Alphonse Massamadeba. En juillet 1968, Sassou est dans la mouvance des officiers progressistes, participe alors, à côté de Marien Ngouabi, au coup d'État qui infléchit le pouvoir de Massamadeba vers une forme militaro-marxiste. Le 16 août 1968, Sassou Nguesso est l'un de 39 membres du Conseil national de révolution, créé et investi de tous ses pouvoirs. Le Conseil est dirigé par Marien Ngouabi. La situation politique de M. Sassou, mais pendant la période de Marien Ngouabi. Le 31 décembre 1969, il fait partie des membres qui ont créé le Parti congolais du travail. Dès 1969, les groupes militaires nordistes au pouvoir renforcent leur loyauté auprès du président Marien Ngouabi. Ils vont donc fomenter plusieurs coups d'État pendant tout le mandat de Marien Ngouabi avec des officiers originaires du Nord. Des coups d'État qui serviraient de stratégie pour faire exposer les officiers du Sud, pour les faire intercepter et finalement pour les faire tuer. Cette stratégie n'avait pour but d'éliminer certains nombres d'officiers du Sud qu'il jugeait trop influents. Alors, en octobre 1969, ça fait partie donc des stratégies d'élimination des membres du Sud. En octobre 1969, Bernard Kolela est arrêté à titre de témoin dans l'affaire du triple assassinat de Matsokota, de Poabou et de Masweme de février 1965. Le 7 novembre 1969, alors que Bernard Kolela est en prison à la prison centrale de Brazzaville, il est alors accusé d'être le principal organisateur d'un complot visant à renverser le régime dirigé par le président Marien Ngouabi. Il est alors exposé au stade Eboué avec les compagnons d'infortune, pris d'assaut par une foule compacte. Mais le président Marien Ngouabi, usant de son droit de grâce, refuse d'appliquer la sentence suprême prononcée par une cour martiale. Il le fait communier en prison à vie. Le 23 mars 1970, il va y avoir un coup d'État et mort du lieutenant Pierre Kinganga. Mais qui est Pierre Kinganga, appelé aussi Siroko? Pierre Kinganga est formé à l'école générale Leclerc des enfants de troupe. De 1961 à 1963, il est à l'école militaire d'application de Saint-Mexan en France, dont il sort avec le grade de sous-lieutenant. Il est nommé lieutenant par la suite au Congo. De 1965 à 1966, il a suivi une formation à l'école supérieure de commandement de troupes aéroportées de Ryazan en Russie. En 1968, il est arrêté par le régime de Massamadeba pour des complots subversifs. Il lui est notamment reproché pour son implication dans la tentative du mercenaire français Jacques de Breton. Il est libéré en juillet 1968 lors de l'insurrection qui prélude la chute du président Massamadeba. Dès 1969, il se brouille avec le nouveau régime de Marien Ngouabi et est donc contraint à l'exil en République démocratique du Congo. Alors, pour revenir à la date du 23 mars 1970, Pierre Kinganga a naïvement cru à l'amitié avec Joachim Yombi Opango. Ils se sont donc entendus d'organiser un coup d'État. C'est pendant le séjour de Marien Ngouabi à Pointe-Noire que le lieutenant Pierre Kinganga va donc improviser un putsch au matin du 23 mars 1970,
À l'aube, ses complices armés qui étaient donc à Kinshasa, ils vont traverser la nuit et s'emparent de la radio Congo, la voix de la révolution congolaise. Ils lisent un discours qui annonce la fin du régime de Marien Ngouabi, avant de conclure par la diffusion de l'ancien hymne national, la congolaise. Dans les cités, les scènes de liesse ont eu lieu spontanément. On brandit dans les rues les petits drapeaux aux anciennes couleurs nationales vert, jaune ou rouge, lorsque Siroko passe par le marché total pour haranguer la population. Des foules de jeunes le suivent et vont se rassembler devant le siège de la radio. Alors que le coup d'État est bien en pleine opération, voilà que Yombi Opango, chef d'état-major, feint de changer d'avis et déclare sa loyauté à Marien Ngouabi. La fête va brutalement tourner au bain de sang quand l'armée populaire nationale arrive sur les lieux et engage là une contre-attaque à l'arme lourde. En début d'après-midi, le commandant Marien Ngouabi, qui est rentré de Pointe-Noire, annonce l'écrasement de la contre-révolution. Dans l'arrière-cour de l'immeuble de la radio, les forces loyalistes liquident les derniers survivants qui se sont rendus. Le lieutenant Pierre Kinganga est alors retrouvé mort abattu. Le cadavre de Pierre Kinganga et celui des autres membres du commando tombés avec lui restent longtemps exposés devant l'immeuble de la radio. Une victoire pour les officiers du Nord. Et Sassou, pour savourer, pour marquer cette victoire, pour célébrer que leur stratégie qu'ils avaient élaborée, celle qui consiste à éliminer bon nombre des officiers du Nord, que la stratégie commençait déjà à marcher, ben, il va faire une photo historique en tenue militaire, en marchant sur le cadavre de Pierre Kinganga Siroko. Une demi-douzaine d'officiers prétendus complices seront condamnés à mort par la cour martiale et fusillés le 29 mars 1970, et de nombreux fonctionnaires du sud du pays seront frappés par des mesures d'épuration dans la fonction publique. Et le camarade président Marien Ngouabi pouvait déclarer: à partir de maintenant, la révolution reprend son élan et nous ne déposerons les armes que lorsque la victoire de la révolution sera totale. Fin de citation. Le capitaine Augustin Poignet, dont le coup, sans doute véritable bénéficiaire de ce putsch, mais était absent à la radio. Et donc il avait réussi à s'enfuir à Kinshasa. Et un communiqué officiel demandera sa capture, vif ou mort. Du 30 mars au 2 avril 1970, Sassou Nguesso et Ambroise Noumazalaï rentrent alors dans le bureau politique du Parti congolais du travail, qui s'est élargi à 10 membres, suite à la tenue du congrès extraordinaire pour examiner justement la situation de cette tentative de coup d'État. Dans la même foulée, le Conseil d'État est remanié. Quelques mois seulement après la création du Parti congolais du travail, l'aile gauche du parti composé de Ambroise Noumazalaï, Ernest Ndalagraï, Angé Bidier Diawara, Luc Kimbwalankaya, Kombo Machona, Camille Bongo, Jean-Pierre Assoua, commencent alors à contester le leadership de Marien Ngouabi, lui reprochant son apathie face à la recrudescence de la corruption et une gestion ethnique du pouvoir. C'est ainsi qu'en 1971, Martin Berry va distribuer des tracts dénonçant justement le tribalisme du président Marien Ngouabi.
Malgré cela, quelques officiers marquent leur loyauté auprès du président Marien Ngouabi. Parmi eux, on peut citer Sassou Nguesso, Yomi Opango, Pierre Anga, etc. Du 27 au 31 décembre 1971, le comité central du Parti congolais du travail, sur l'initiative de Marien Ngouabi et de sa bande de fidèles, va convoquer la session extraordinaire du bureau politique. Et donc, au cours de cette session, il va y avoir des tournures de l'épreuve de force entre le clan de Ngouabi, composé de ses fidèles, et l'aile gauche du parti qu'on vient de citer, celle de Ndala Graye, de Noumazalaï. Ainsi, certains membres du bureau politique et du comité central vont être exclus. De l'aile gauche du parti, on peut citer ceux qui ont été donc exclus, Ndala Graye, Nkombo Machona, et du côté de l'aile droite, on peut citer Alfred Raoult. Le 22 février 1972, va donc y avoir le coup d'État manqué de Ange Bidié Diawara. Mais qui est Ange Bidié Diawara? Et pourquoi son coup d'État avait échoué? Ange Bidié Diawara est né à Sibiti en 1943 et est décédé à Brazzaville le 24 avril 1973. Il était de père congolo-malien et de mère congolaise de Goma Tsetse. Il obtient une licence d'économie en France avant de suivre une formation militaire. De retour au pays, l'homme est volubile, excellent orateur. Cultivé, il sera de tous les événements de son temps. Ange Bidié Diawara jouit alors d'une grande popularité auprès de la jeunesse pour son intégrité, pour ses aptitudes aux arts martiaux et pour ses talents de militaire. De même, pour ses capacités théoriques et sa connaissance de la théorie marxiste. Diawara dirige la jeunesse de la MNR, celle qu'on appelait la JMNR. Puis, en 1968, aide activement et avec succès Marien Ngouabi à renverser le régime de Massa Madeba. Il sera vice-président du CNR, exécutif de transition. Le 31 décembre 1969, il fait partie des fondateurs du Parti congolais du travail, parti unique, marxiste-léniniste, dont il est membre du bureau politique, comme Sassou d'ailleurs. Et il est chargé de la défense et de la sécurité nationale. Puis, ministre du développement, de l'agriculture, des eaux et forêts, il a alors 27 ans. Dès cette époque, Diawara reproche le président Marien Ngouabi d'une tiédeur idéologique, doublée d'un penchant tribaliste, surnommant la classe qui se forme en obumitri, à savoir oligarchie bureaucratique, militaire et tribaliste. En décembre 1971, Ange Bidié Diawara et ses amis tentent de mettre Marien Ngouabi en minorité lors de la session extraordinaire du comité central du Parti congolais du travail, convoquée à la suite des grèves estudiantines de novembre 1971. Ça fut un échec. Alors, Ange Bidié Diawara perd sa place au gouvernement et au Conseil d'État, mais garde celle au sein du bureau politique du Parti congolais du travail. Alors, pour revenir à la date du 22 février 1972, pendant que Marien Ngouabi effectue donc un séjour de travail à Pointe-Noire, Ange Bidié Diawara improvise un coup d'État afin de sauver les idéaux de la révolution. Cet événement restera connu sous le nom de M22, c'est-à-dire le mouvement du 22 février.
qui sera déjoué par le commandant Yombi Opango, le chef d'état-major. De cet échec, les ministres Prosper Matumpampolo et Lucie Itouou et l'artiste Franklin Bukaka sont tués par la volonté de M. Denis Sassou Nguesso. Le commandant Marien Ngouabi, chef de l'État, rentre précipitamment de Pointe-Noire dans la soirée, reprend la situation en main. La population semble rester totalement à l'écart de la tentative de coup d'État perpétuée. Dans la déclaration écrite distribuée à Brazzaville, le commandant Joachim Yombi Opango, chef d'état-major de l'armée, à qui on avait attribué la paternité de la tentative de coup d'État, fait alors un démenti. Je cite, qu'il n'ait l'intention de s'emparer du pouvoir. Fin de citation. Yombi assure également que ce sont quelques éléments du 1er bataillon d'infanterie, commandé par le lieutenant Ange Diawara, qui se sont rendus maîtres de la station de radiodiffusion nationale La Voix de la Révolution. Une radio qu'il contrôlait toujours jusqu'en fin de matinée de ce mardi. Le commandant Yombi Opango annonce également, au nom du président de la République, Marien Ngouabi, que le lieutenant Diawara était en fuite et que les officiers Felon et Laquin avaient été mis en état d'arrestation ou neutralisés. Que le commandant Marien Ngouabi, qui se trouvait à Pointe-Noire au moment du coup d'État, avait déjà regagné Brazzaville. C'est donc dans l'après-midi que le chef d'État, Marien Ngouabi lui-même, diffuse un message à la radio pour confirmer effectivement que les éléments ambitieux et assoiffés du pouvoir, auteurs de la tentative de coup d'État, étaient en déroute. Que beaucoup ont été arrêtés, a-t-il précisé, d'autres malheureusement sont en fuite. Enfin, le chef de l'État a lancé un appel pressant à ces éléments pour qu'ils se rendent car leur cause est perdue. De nombreuses arrestations ont été opérées. On peut citer l'arrestation de M. Bernard Kombo Machona, qui était ancien président de l'UJSC, du lieutenant Matessa, ancien commissaire du gouvernement, de Pascal Lissouba, Ambroise Noumazalaï, Ernest Ndala, Jean-Pierre Assoua, Alfred Raoul, Camille Bongo, Atondi Momonjo, Benoît Mundelengolo, Gabriel Nzampila. Ainsi que des jeunes partisans de l'aile gauche de Diawara du parti sont aussi arrêtés. Ange Bidier Diawara, Jean-Baptiste Ikoko et quelques camarades parviennent à s'échapper et établissent un maquis dans la forêt de Gomatete. À partir de février 1973, l'armée entreprend des opérations militaires dans la région de Gomatete pour démanteler le maquis d'Ange Bidier Diawara. Courant février 1973, alors que Ange Diawara est en maquis avec son équipe, Marien Ngouabi dénonce une autre tentative de coup d'État de Ange Diawara et fait donc arrêter 45 personnes, dont Pascal Lissouba et Sylvain Mbemba, ministre de l'Information. Leur procès a eu lieu le 16 au 23 mars. Des peines diverses se sont donc prononcées. Pascal Lissouba est acquitté. C'est alors le 24 avril 1973 que Ange Bidier Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Claude Bakekolo sont capturés à Kinshasa
Ils sont livrés aux autorités congolaises et sont immédiatement exécutés. Et leurs corps sont exposés au stade de la Révolution, actuel stade Massamadeba. Pour les autorités qui voulaient en faire un exemple et une mise en garde. Le reste des compagnons seront abattus dans la nuit du 26 au 27 juillet 1973 à Matsula, district de Mbanzandunga, région du Poul. Vous comprenez, chers compatriotes, jusque-là, la stratégie sourdine qui consistait à liquider les officiers du Sud par ceux du Nord continuait déjà à faire son chemin. Le 27 août 1973, c'est-à-dire 4 mois plus tard, le président Marien Ngouabi nomme Henri Lopez comme Premier ministre et Yombi Opango, qui était chef d'état-major, qui venait de déjouer 2 coups d'État. Le coup d'État de Pierre Kinganga et le coup d'État de Ange Diawara, est donc remplacé à la tête de l'armée populaire nationale par le capitaine Victor Tika Kabala. Pourquoi? Parce que tout simplement, Marien a fini par comprendre que Yombi était de beaucoup dans des coups d'État, tant bien même qu'il les avait déjoués. Et Sassou, qui semblait être une personne innocente dans tout cela, Marien lui fait encore confiance. Et donc, il reste dans le cercle des fidèles. Du 5 au 12 décembre 1975, Ngouabi réunit alors le comité central en session extraordinaire. Et au cours de cette session, la direction du PCT fait le constat suivant. Premièrement, il constate qu'il y a un manque de cohésion et de dynamisme de la direction politique. Deuxième constat, qu'il y a un manque de combativité des organisations de masse. Troisième constat, qu'il y a de mauvaises performances dans des entreprises d'État dues à l'incompétence et l'inconscience des cadres et à la pléthore des effectifs et à la course effrénée aux avantages matériels. Donc, pendant cette période de session extraordinaire, certains membres du comité central vont être exclus. Parmi eux, Yomi Opango, Martin Berry, Pierre Nzé, Anatole Konjo et Jean-Jules Okomando. Le bureau politique du Parti congolais du travail est dissous et est remplacé par l'état-major révolutionnaire, le MSR. Mais le MSR, l'état-major spécial révolutionnaire, comment il est apparu? Alors, il semble que cet état-major supérieur révolutionnaire est issu d'un compromis. Il est issu d'un compromis, on l'a su parce qu'il y a un tract diffusé en 1990 à la veille de la conférence nationale. C'est là où on a su d'où est partie la création de l'état-major. Alors, donc, ce tract diffusé par le Froli Baba. Le Froli Baba, c'est le Front de libération des Bateke et de Bagangoulou. C'est donc ce Froli Baba qui va nous expliquer d'où est venue l'idée de créer l'état-major spécial révolutionnaire. Alors, le Froli Baba, d'abord, lui-même, c'est un mouvement clandestin d'opposition. Donc, il relève que le 12 décembre 1975, devant une crise économique, sociale et politique, Marien Ngouabi va tenter une fuite en avant, parce que ça, il savait le faire.
il va donc cette fuite où alors il décrète la radicalisation de la révolution en tentant l'occasion de se débarrasser de tous ses compagnons du PCT, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso, Joachim Yombe Opango, Henri Lopez, François-Xavier Katali, Pierre Nzé, Pierre Anga, etc. Donc, Sassou Nguesso, Marien Ngouabi fait une fuite en avance pour dire comme quoi il veut se débarrasser de ces gens-là. Simplement pour voir la réaction et pour voir qu'est-ce qui se trame dans le bureau du Parti congolais du travail. Et donc quand il fait cette fuite-là, qu'il veut se libérer de ces gens, il le dit que l'idée ne vient pas de lui, mais que l'idée vient de Théophile Obenga, de Rodolphe Adada, de Sebi Douniam, que de Jean-Baptiste Tati Luta, que de Daniel Abibi. Comme quoi il veut remplacer, qu'il veut les remplacer par ceux-là. Alors, une riposte vive le matin du 12 décembre 1975 va se faire auprès de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi va donc connaître une pression de la part de Joachim Yombe Opango, Henri Lopez, de François-Xavier Kateli, de Pierre Nzé, comme quoi, pourquoi tu veux nous remplacer par Théophile Obenga, Rodolphe Adada, Asebi et Jean-Baptiste Tatou Loutard, bref. Donc Ngouabi va connaître cette pression. Mais en fait, Ngouabi le fait, c'est juste une fuite en avant qu'il veut voir. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame derrière ces gens-là? Et donc, Marien va connaître une pression ardue de la part du capitaine Katali, du lieutenant Pierre Anga, du commandant Sassou Nguesso et du capitaine Ebaka et du commandant Ondoko. Et donc, c'est en ce moment-là que Marien Ngouabi va accepter un compromis avec eux. Et alors, il fait lire à la radio un message, une déclaration méfiante, disant comme quoi que non, c'était pas lui qui était à l'origine de ça, et que c'était Obenga et Tati Luta. C'est en ce moment-là alors qu'il va créer ce qu'on appelait l'état-major spécial révolutionnaire, qui voit l'entrée en liesse des bourgeois du Tisser Chikaya, de Louis Sylvain Ngoma. Il s'agissait en fait là pour Marien Ngouabi de faire plaisir à Pascal Lissouba, dont le dauphin était Tisser Chikaya. Vous comprenez un peu la stratégie auquel Marien Ngouabi a usé. En fait, Marien Ngouabi voulait créer un état-major, mais en allant chercher des civils comme Tisser Chikaya et Jean-Pierre Ngombe. Mais il ne pouvait pas le faire déjà de cette manière-là. Donc il a usé de stratégie en faisant comme quoi qu'il y avait les Obenga, qu'il y avait les Tati Luta qui avaient demandé à Marien Ngouabi de changer toute cette gang, son équipe qui était autour de lui. Donc voilà comment la stratégie de Marien l'a mené pour créer l'état-major spécial révolutionnaire. Mais en fait, il a réussi parce qu'il a réussi à se séparer de Yombi, de François-Xavier Katali, de Pierre Nzé et de Pierre Anga. Donc finalement, c'est l'état-major spécial révolutionnaire qui a été donc créé et donc composé du commandant Marien Ngouabi lui-même, bien sûr, comme président, et du commandant Louis-Sylvain Ngoma, qui sera nommé Premier ministre, du commandant Denis Sassou Nguesso, chargé de la défense et de la sécurité. Pourquoi? Mais parce que Marien Ngouabi, jusque-là, était considéré comme un fidèle parmi les fidèles. Donc, il l'a gardé. Et puis, il a pris 2 civils, parmi eux, Jean-Pierre Tisser Chikaya, qui était chargé donc de la permanence du PCT, et de Jean-Pierre Ngombe, chargé de l'information. Voilà comment l'état-major spécial révolutionnaire a donc été créé. Mais cette information, comme je l'ai dit, nous l'avons su vers les années 1990 parce que c'est le Froli Baba qui a donc
expliquer d'où est donc partie l'idée de cette création. Et je vous rappelle encore une fois, plus que le Froli Baba, il existe encore jusqu'à ce jour, celui qu'on appelle le Front de libération des Bateke et des Bagangou. Le 28 décembre 1975, sur délégation du Conseil d'État exécutif de la République, qui réunit donc l'état-major spécial révolutionnaire et d'autres corps constitués, Sassou Nguesso est nommé ministre de la Défense et de la Sécurité par décret présidentiel. Le 19 mars 1976, quelques semaines seulement après tous ces changements-là, l'hélicoptère du président s'écrase dans la forêt du Nord, avec à son bord le président Marien Ngouabi lui-même, le commandant Kakou, le professeur Diamant et l'homme d'affaires Nicoloso. De retour à Brazzaville après 5 jours sans nouvelles, parce que la population s'inquiétait, ils n'avaient pas de nouvelles, Marien Ngouabi fait le ménage à la tête de la Confédération syndicale congolaise, où Jean-Michel Bokamba-Yangouma remplace Anatole Kondjo, et à l'UGSC, Jean-Pierre Ngombe remplace Jean-Jules Okabando. Pourquoi? C'est justement suite à la création de l'état-major supérieur révolutionnaire. Donc tous ces chamboulements-là a fait que ils ont voulu tuer le président de la République. Et Sassou est dans le coup, mais sauf que le président ne le sait pas. Le 10 octobre 1976, le président Marien Ngouabi décide d'augmenter la fiscalité sur le pétrole. Elf n'apprécie pas cette décision de peur que cela donne des idées à d'autres pays comme le Gabon, le Cameroun. Mais Sassou prend acte de cette situation. Une idée d'ailleurs qu'il va exploiter dès son arrivée au pouvoir. Je vais en parler un peu plus loin. Le 18 mars 1977 sera la mort du président Marien Ngouabi. Le commandant Sassou Nguesso, en qualité de ministre de la Défense, prétend qu'il était surpris et n'être informé que par un civil, Justin Likunzu, qui ce dernier était en mission à Brazzaville en qualité de directeur de la SICAP. Le même jour, Sassou, en qualité de ministre de la Défense, procède à l'arrestation de plusieurs personnalités politiques et à la mise aux arrêts de certains membres de la garde présidentielle. Dans la nuit du 18 mars 1977, Sassou dépêche un avion à Pointe-Noire pour ramener Jean-Pierre Tisser Chikaya et Jean-Pierre Ngombe qui s'y trouvaient en mission de travail. Dans la nuit, toujours du 18 mars 1977, une réunion de crise se tient dans le bureau du ministre de la Défense, donc dans le bureau de M. Sassou. Et donc Sassou va tenter de convaincre les 3 autres membres du bureau de l'état-major spécial révolutionnaire qui sont restés, c'est-à-dire Jean-Pierre Tisser Chikaya, Jean-Pierre Ngombe et Louis-Sylvain Ngoma. Alors au cours de cette réunion, il va y avoir un débat. Il va y avoir des échanges. Parce que Jean-Pierre Tisser Chikaya nous en parle dans son livre intitulé l'autobiographie. Il raconte
comment ils sont arrivés à créer le CMP. Comment en ce moment-là, la tension régnait déjà à Brazzaville. Quel était l'état? Dans quel état Sassou se trouvait en ce moment-là? Il fallait voir comment il était vraiment comme un félin dans le bureau. Et donc, c'est cet état-là, c'est dans cet état qu'ils ont donc travaillé la nuit-là. Mais ça, nous allons le développer dans la prochaine vidéo que nous allons vous faire dans la suite. Merci. Anga bisaka na yo